vraiment beaucoup sur ces thématiques éducation. Donc pour rappel, et là va me confirmer, c'est le troisième groupe, le troisième type d'échange qui a eu lieu. Le premier a eu lieu au niveau éducation sur le thème accès à l'école et maintien, le deuxième sur l'enseignement professionnel, et celui-ci concerne l'alphabétisation et les savoirs de base. Donc dans l'annonce qu'on vous avait faite, on vous annonçait l'intervention d'une association qui intervient au Togo sur l'alphabétisation, en lien avec la coopération décentralisée du Conseil régional Grand Est. Malheureusement, il y a eu des petits soucis là, effectivement, et du coup, ils ne peuvent pas être présents là en ce moment. On aurait dû les avoir en direct. Par contre, nous avons Terre au Vent qui va intervenir. Peut faire un petit bonjour pour tout le monde la voix, Adeline. Et puis, et Éric Roger qui va intervenir aussi pour 1000 écoles, qui malheureusement, on ne peut pas voir, mais qu'on va pouvoir entendre. Peut-être un tout petit tour d'écran pour nous dire chacun quelles sont les associations que vous représentez. Alors, pour éviter les politesses comme on est en visio, je vous propose de donner l'ordre qui s'affiche, hein, comme ça. Voilà, donc la première qui s'affiche était Claudine. Donc Claudine, je ne sais pas si tu veux dire que tu es du greffe, peut-être. Moi, je suis au greffe, donc en éducation sans frontières. Donc, c'est une association nationale, essentiellement avec des anciens intervenants dans l'éducation nationale, de la maternelle jusqu'à l'université. Et on intervient essentiellement sur le pédagogique. Et on a une délégation Grand Est. Voilà. Dans l'ordre des écrans, Daniel Bertrand. Mais je suis du greffe aussi, et donc de Grand Est également. Très bien. Alexia Franzi. Bonjour, moi je fais partie de l'association Terre des Hommes France, association locale du Haut-Rhin qui se trouve à Guebwiller. Anne Micheline. Anne Micheline, votre micro est coupé, on ne vous entend pas. Le micro est coupé. Je suis donc avec Alexia aussi. Oui. On travaille en partenariat à Terre des Hommes. Et c'est la première fois que j'assiste à ce genre de conférence. Très bien. Bienvenue. Stan de Atinsa. Stan, je ne sais pas si vous êtes là, mais votre micro est coupé. La vraie, le micro ne fonctionne pas. Écoutez, Stan, je vous propose de vous présenter dans le chat si vous avez du coup la possibilité d'écrire. Et je donne la parole à Roland Daval. Donc, Roland Daval, moi je suis membre du réseau Éducation pour tous en Afrique, le REPTA. Voilà. Merci Roland. Je vais donner la parole à Madame Belletrier. Je suis là. Voilà. Votre micro n'est pas bon du tout. On ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas. Là, ça semble marcher. Allez-y, essayez. Donc, je suis Pascal Nétrier. Et je suis membre d'Action Éducation. Donc, c'est une association internationale qui est assez active. Désolée, on n'entend pas. Je vous propose de vous présenter dans le chat, si vous avez la possibilité, Madame Ménétrier, parce que votre micro ne fonctionne pas, on n'entend que des bruits très très hachés et on ne comprend pas ce que vous dites. Et en plus, vous semblez connecté sur 2 écrans différents, ce qui fait qu'on a un écho. Du coup, je vous laisse voir pour peut-être supprimer un écran et vous présenter dans le chat, et je vais donner la parole à Graine de Partage. Oui, bonjour, je représente Graines de Partage qui soutient l'instruction d'enfants en Côte d'Ivoire et je m'intéresse à votre démarche parce que je
souhaite voir si on peut développer un axe pour les enfants non scolarisés en termes d'alphabétisation. Merci. Prudence de l'association Agui. Bonjour, je sais pas, voilà, on m'entend. Bonjour à tous. Donc, l'association Agui s'occupe de la femme en milieu rural en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons aussi une veine éducationnelle que nous voulons déployer parce qu'à travers les appels à projets, souvent, on nous demande de les appuyer, d'appuyer nos projets avec l'éducation des femmes. Celle des enfants n'est pas exclue. Merci. Merci beaucoup. Agnès Volpi. Alors, bonjour à tous. Je suis de l'association Les Orphelins de Pondichéry, donc dans le sud de l'Inde, où on aide des enfants, on les mène jusqu'à leur autonomie et bien évidemment, on s'occupe de leur scolarité, entre autres. Merci. Éric Roger. Me voici, je crois que vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas parce que ma caméra ne fonctionne pas. Voilà, je représente l'association Mille Écoles qui intervient au Burkina et au Mali. Et j'étais déjà intervenu dans la précédente conférence autour de l'enseignement professionnel, de la formation professionnelle. Voilà. Et là, on m'a demandé de remplacer au pied levé nos camarades togolais. Donc, merci. Voilà. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Merci. Adeline Ferrier. Bonjour, je suis Adeline Ferrier de l'association Terre au Vent. Terre au Vent intervient en Tanzanie et au Cap-Vert et on travaille sur les thématiques de l'accès à l'eau, de l'éducation, de l'autonomisation des femmes. Excusez-moi. Voilà. Et juste une petite chose, moi je vais devoir partir à 17h30 puisque j'ai donc mon fils, la garderie de l'école qui ferme. Donc voilà, ça va être ma limite de temps pour aujourd'hui. Donc je disais autonomisation des femmes et on travaille aussi sur des questions de biodiversité pour travailler sur l'harmonie entre la biodiversité et puis les communautés locales. Voilà. Eh bien, merci. Il me semble que j'ai oublié personne dans le tour d'écran, sinon n'hésitez pas à me le signaler. Je vais lire ce qui est écrit dans le chat comme cette réunion est enregistrée. Par rapport à Stan qui ne pouvait pas parler mais qui s'est présenté et qui disait que Atinsa était une association qui œuvre à développer des actions autour de l'écologie et l'accès à l'éducation avec le Bénin. Voilà. Et du coup, il me semble que j'ai fait le tour. Ah non, Audrey Vicenci. Audrey, on est dans le tour de présentation, si tu peux rentrer comme ça. Bonjour à tous et toutes. Alors, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ma caméra ne veut pas fonctionner. Bon, bref. Alors que j'étais en réunion juste avant avec la caméra. Audrey Vicenci, chargée de projet en éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour GESCODE et basée à l'antenne de Nancy. Merci. Du coup, nous avons terminé le tour d'écran des présentations. Claudine, je te redonne la parole pour l'introduction et je vais projeter ton PowerPoint. Assurez-vous, hein, ça va être court et un très petit PowerPoint. Donc, je me suis penchée sur l'alphabétisation dans une vision large de tous les pays pour introduire la diversité. Et je voudrais démarrer par un mail d'une personne qui s'est inscrite, mais qui ne peut pas être là avec nous, et qui travaille au Togo dans une association qui s'appelle le Flambeau de l'alphabétisation. Et je vous donne au démarrage le message qu'il m'a envoyé. En référence à notre activité d'alphabétisation fonctionnelle qui date de 1960 à nos jours, l'État togolais a très vite compris avec une société civile que l'on ne construit pas un pays, une nation, une économie, qu'on ne fait pas le développement, les droits de l'homme, la démocratie avec des analphabètes, des illettrés et des ignorants. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne manière d'introduire tous les échanges pour montrer
l'importance de ce sujet. Et là, on va traiter essentiellement l'alphabétisation et les savoirs de base à destination des adultes, donc à partir de l'âge plutôt de 15 ans. Et d'après toutes les associations adhérentes, on voit bien que ça reste encore un passage quasiment incontournable dans nos actions de développement. Dans le monde rural, pour les activités génératrices de revenus, on révèle qu'il y a des besoins de formation pour les acteurs locaux, en particulier les femmes, pour qu'elles puissent devenir autonomes, pour gérer les nouvelles activités productrices. Les projets choisis comme base des échanges, au Burkina Faso et en Tanzanie, vous allez voir, en sont l'expression. Alors, pour revenir un peu à la place de l'alphabétisation, on vient déjà en 1966, l'UNESCO a déclaré le 8 septembre Journée mondiale de l'alphabétisation pour mobiliser les acteurs concernés sur ce défi des pays les moins avancés. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'alphabétisation est encore un défi dans de nombreux pays d'Asie du Sud et en Afrique particulièrement. Donc je vais vous montrer, avoir quelques chiffres sur... donc aujourd'hui, dans ce défi qui est toujours d'actualité, on estime qu'il y a à peu près 75 millions d'analphabètes dans le monde. Donc là, je mis uniquement la liste des pays qui ont un taux d'alphabétisation inférieur à 50%. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui viennent du sud de l'Afrique subsaharienne, mais d'autres, bon, il y a l'Irak, bon, et puis qui a 50%. Le dernier, c'est le Niger, avec 19% d'alphabètes. Et le Burkina Faso, puisqu'on va en parler, et dans ces statistiques, nous met effectivement à 41%. Alors, dans ces chiffres, bon, on aurait dû, peut-être, on va parler du Togo, mais on voit que le Togo n'apparaît pas. Pourtant, d'après toujours la même association, Flambée d'alphabétisation, le taux d'alphabétisation des femmes n'est que de 32%, et en monde rural, elle n'est que de 14%. Donc, les chiffres que l'on a, on voit bien à travers cette liste, ne sont pas homogènes, ne sont pas 100% fiables. Il faut regarder tous les chiffres avec des pincettes. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que certains pays connaissent une baisse du taux d'alphabétisation. Donc, j'ai regardé pour Terre au Vent, effectivement, en Tanzanie. C'était un des pays d'Afrique où le taux d'alphabétisation était le plus élevé. Et depuis quelques décennies, le taux diminue et est actuellement de 78%. Par contre, ce qui est déjà élevé par rapport à d'autres pays, mais le gouvernement tanzanien a décidé qu'ils allaient en faire une priorité et qu'à 2030, ils devaient arriver à 100% et ils vont y consacrer 15% de leur budget. Donc vous voyez l'importance de la politique pour eux. Alors d'autres remarques encore sur les chiffres. À un moment donné, comme référence, ils regardaient aussi le niveau de scolarisation. Mais bon, ça ne permet pas aujourd'hui d'affirmer que parce qu'on arrive même au collège, on est vraiment on est alphabète. Donc, si je prends moi l'exemple du Niger que je connais bien, sur 4 collèges en 6e, il n'y a que 12% des enfants qui, en fin de compte, en français, comprenaient le français, savaient lire, l'écrire. Donc, on est très très loin d'une efficacité du système primaire qui explique aussi que on y reste toujours à des taux très très élevés d'analphabétisation. Donc, en plus, il y a eu la croissance démographique qui est toujours là, et les problèmes de sécurité dans les pays où on a de grandes difficultés pour certains, où on est en régression complètement avec tout ce qui se passe. Donc, dans certains pays, vu le niveau de réussite et d'efficacité du primaire, on peut dire, pour ceux qui sont tout en bas de la liste souvent, qui produisent plutôt presque des illettrés, même s'il y a une scolarisation qui est en place. Bon, je rappelle, on l'avait vu la première séance, qu'il y a à peu près 250 millions d'enfants qui ne sont toujours pas scolarisés. Voilà. Donc on va passer, pour comprendre, aux définitions, pour voir la définition actuelle de l'UNESCO en 2023. Donc, c'est les capacités de lire, écrire, de court énoncé au sujet de la vie quotidienne
et de réaliser des opérations arithmétiques simples. Donc on est dans un contexte local et on est sur des choses relativement simples. Je voulais reprendre le terme de l'ODD, pas 4 mais 6, qui représente, je me suis trompée là, sur ce thème-là. Les objectifs, vous allez voir, sont plutôt flous. Veiller à ce que tous les jeunes aient une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire et écrire. Donc on est dans un ODD où les objectifs sont encore, on pourrait dire, ne sont pas quantifiés au niveau des adultes. Alors, sur la conception de l'alphabétisation, on peut dire aussi qu'il y a vraiment une évolution dans le sens. Au départ, on pouvait dire que c'était simplement lire, écrire, au sens un processus d'encodage, de décodage de l'écrit, d'alphabétisation et l'acquisition de savoir de base est aujourd'hui intégrée dans son milieu de vie et liée à des projets personnels ou des projets communautaires. Donc tous les projets d'alphabétisation s'entendent et se construisent à partir de projets, surtout communautaires. En général, l'alphabétisation se fait en 2 étapes. On peut dire l'alphabétisation vraiment initiale. Il peut y avoir une étape d'initiation, après l'initiation, une alphabétisation complémentaire. Et souvent après, il y a ce qu'on appelle l'alphabétisation fonctionnelle. Donc là où on est sur une thématique spécifique comme la santé, le commerce, le tourisme, comment gérer un AGR par exemple, des AGR. Un élément important aussi, c'est que tout le monde est quasiment aujourd'hui d'accord pour dire que l'alphabétisation est efficace si elle se fait en langue maternelle. Mais au démarrage du moins, avant de passer si besoin est au français, à l'anglais ou à l'arabe. Mais ça suppose que des ressources pédagogiques existent dans la langue maternelle, alors que en général, c'est des langues orales où il y a très peu d'écrits, en général il n'y a pas de lecture, donc il va falloir les créer. Donc c'est un vrai problème quand on parle d'alphabétisation en langue maternelle. Le deuxième enjeu, c'est aussi la transition, si on le fait, entre la langue maternelle et la langue, par exemple, du français, voir comment ça se fait, et on questionne aussi les méthodes qui sont utilisées. Dans les modalités, c'est souvent des formations présentielles, mais il se développe aussi aujourd'hui l'alphabétisation à travers la télévision, la radio ou la smartphone, qui suivant les pays se développent. Si on regarde quand même la diversité des pays, il faut voir que les acteurs sont assez différents et les stratégies différentes. Donc, on a des stratégies diversifiées. Donc, l'État est quasiment toujours présent dans ces pays avec, au sein des ministères d'éducation ou autres, une partie alphabétisation, des services alphabétisation, qu'on place toujours dans l'éducation informelle. Il y a souvent, dans certains pays, on a effectivement aussi des centres qui ont été créés d'alphabétisation, plus ou moins nombreux, et qui existent, avec un cadrage, des référentiels, des formations, la formation, alors soit on peut dire d'enseignants d'alphabétisation, qu'on nomme parfois alphabétiseurs, animateurs, facilitateurs, enfin on peut dire que chaque pays a son vocabulaire à ce sujet. Et on trouve aussi des pays où ils ont construit des ressources pédagogiques. Dans d'autres, la politique a été redonnée plutôt la main, de piloter, mais redonner la main à des ONG locales, ce qui est le cas par exemple du Togo avec Flambeau de l'alphabétisation dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est le référent pour toute la région centrale du Togo. Il y a aussi des ONG internationales qui ont pu être sollicitées, en particulier on a par exemple Handicap International qui interviennent, ou Caritas. Donc, faire un bref passage sur tous les acteurs potentiels de ce vaste secteur, je vais juste vous redonner quand même un peu une vision globale de qui au niveau mondial, est sur le thème alphabétisation. Léla, si tu peux mettre la prochaine diapo. Donc, on voit qu'au centre, c'est l'UNESCO qui reste moteur.
Donc si vous voulez chercher des informations en général, vous allez plutôt sur le site de l'UNESCO. On a dit que dans les pays, il y avait des ministères qui liés à l'alphabétisation. Les grands financeurs, la Banque mondiale participe, le GPE, donc le Partenariat mondial pour l'éducation, l'ADEA, qu'on trouve aussi en Afrique, qui, on voit, si on regarde les sources, est très présent, et bon, les ONG locales qui sont aidées par les ONG d'ici, et les ONG internationales qui ont plus de place. Donc ce qu'on peut dire, avec tout ce panorama qui est quand même assez complexe, c'est qu'on retrouve quand même des difficultés récurrentes. Bon, le manque de financement, le manque d'animateurs bien formés, le manque de ressources pédagogiques en langue étrangère, qui explique entre autres pourquoi les ONG sont souvent sollicitées dans ce domaine. Donc je vais laisser la parole à tous les partis, à tous ceux qui sont présents. Peut-être d'abord on va donner la parole à Terre au Vent, puisque pour expliquer comment ils interviennent effectivement dans leur pays, en Tanzanie. Merci. Alors du coup, j'ai préparé un petit PowerPoint. Je vais essayer de partager. Voilà, si ça fonctionne. Hop. Je vais partager carrément tout mon écran. Comme ça, je suis sûre d'y arriver. Est-ce que ça marche déjà ou pas? Oui. 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 On voit le PowerPoint derrière voilà, nos il est caché images. derrière vous. Voilà. Donc si je mets comme ça, vous le voyez. Et du coup, je peux même carrément essayer de le mettre en tout grand. Ce sera mieux. Voilà. Donc, en Tanzanie, on intervient auprès des peuples autochtones, donc les Maasai et les Hadzabe, et donc prioritairement auprès des Maasai, puisque c'est la population avec qui on a commencé à travailler. Donc, juste pour poser un petit peu le contexte, bon, c'est un contexte qui ressemble à d'autres pays d'Afrique, hein, mais je rappelle quand même quelques éléments. Le peuple Maasai parle la langue Ma, et en Tanzanie, donc la langue officielle, c'est le Swahili et l'anglais. Donc, à l'école primaire, l'école primaire n'est faite qu'en Swahili, et ensuite l'école secondaire n'est faite qu'en anglais. Donc, les enfants du peuple Ma, c'est un gros gap, un gros fossé pour eux d'abord d'aller à l'école primaire, puis à l'école secondaire. Il y a environ 70% des filles Maasai. Alors ça, c'est des chiffres qui sont de nos territoires sur lesquels on intervient. Ce n'est pas forcément des chiffres qui sont valables à l'échelle nationale. 70% des filles Maasai qui ne vont pas à l'école primaire et 90% qui ne vont pas à l'école secondaire. C'est de mieux en mieux, mais ça reste encore très compliqué. Du coup, elles ne parlent pas toutes ces langues. C'est elles qui font toutes les tâches ménagères. Bon, on voit à droite une jeune femme qui va chercher l'eau, au milieu une jeune femme qui rapporte le bois pour le firewood, là, le bois pour faire à manger, pour faire la cuisine, pardon. Et à gauche, une petite fille qui cherchait le soir sa brebis la brebis égarée, donc on l'a croisée, elle l'a cherchée, puis finalement elle l'a retrouvée, elle l'a ramenée. Voilà, donc elles vont peu à l'école, et du coup, même si elles ont déjà des petites activités économiques, comme de faire les bracelets, vous voyez la jeune femme à droite, on voit qu'elle porte des bracelets, donc ça, elles vendent ça aux touristes, mais c'est difficile pour elles si elles n'ont pas les connaissances de base. Compter, etc., ça reste difficile. Et puis s'exprimer, échanger avec les touristes reste compliqué. Donc souvent, elles ont du mal à mener leur vente jusqu'au bout. Voilà. La population Maasai est une population extrêmement pauvre, qui vit dans un milieu très rural, qui est beaucoup moins bien desservi, qui est moins favorisé par l'État. Il y a moins d'écoles, les écoles sont loin, c'est difficile pour eux d'y aller. Il y a l'absence des services essentiels, donc comme l'eau potable, l'électricité, la santé, c'est très compliqué. Ils mangent seulement de la bouillie de maïs et du lait de leurs chèvres et de leurs vaches. Donc la nutrition reste quand même très limitée. Vous avez dû entendre certainement ces dernières années, l'année dernière, non, il y a 2 ans, c'était ça, en 2023, il y a eu plusieurs reportages sur les difficultés du peuple Maasai de faire respecter son territoire, ses droits, etc. Voilà, il y a un certain nombre de problématiques générales difficiles. Et pour les femmes, c'est encore plus dur. Donc, les Maasai, c'est un peuple polygame. Les filles sont confrontées au mariage précoce. Il n'y a pas d'éducation. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème de santé il y a 15 jours. Du coup, je suis encore fatiguée. J'ai parfois du mal à m'exprimer. Donc, il n'y a pas de contraception. Les femmes qu'on rencontre, elles ont entre 8 et 12 enfants. Pas de protection hygiénique. Donc, elles me racontaient, je leur demandais un peu comment ça se passe pour les règles. Elles me disent, quand on a nos règles, le sang, il coule.
Et sauf qu'il ne faut pas que nos maris le voient, donc il faut qu'on le lave. Du coup, ça demande plus d'eau qu'en temps habituel. Et donc là, à droite, j'ai mis une photo d'une femme qui allait chercher de l'eau avec ses ânes. Il y a des femmes, selon la distance qu'elles ont à parcourir, elles peuvent y passer 4, 5, 6 heures pour aller chercher l'eau et la ramener jusqu'à leur boma. Voilà. Donc, quand on y est allé, on a commencé par faire des réunions Donc, on a fait un grand diagnostic, et notamment par des réunions avec juste des femmes. Alors, c'était assez drôle à faire parce que les hommes, ils ne comprenaient pas du tout pourquoi je voulais voir que les femmes. Ils me disaient, mais non, tu sais, les femmes, elles sont libres. Même si on est là, elles pourront parler librement, t'inquiète pas et tout. Et puis, donc, je ne sais pas si vous me voyez à gauche. Donc, à ma gauche, il y a une jeune femme qui a les cheveux plus longs. Donc, elle a fait des études. Du coup, c'est pour ça qu'elle se permet des libertés comment on dit pour les cheveux? Capillaires. Et donc, elle a fait des études jusqu'à la fin du secondaire. Donc, elle parle anglais. Et c'est elle qui a assuré la traduction pendant la réunion. Et en fait, du moment où tous les hommes sont partis, où elle a expliqué aux femmes qu'on faisait une réunion qu'entre nous, les femmes ont applaudi, elles étaient super contentes. Et vraiment, je pense qu'il y avait quand même une grosse différence, même si les hommes ne s'en rendaient pas compte. Et donc, elles ont dit qu'elles voulaient avoir des moyens pour être plus autonomes, pour dépendre moins de leur mari, pour pouvoir se débrouiller un petit peu dans la vie quotidienne, et notamment à savoir lire, écrire, parler le swahili. C'était la grosse demande. Et avoir les moyens de gagner un petit peu d'argent pour pas sans cesse devoir réclamer de l'argent à leur mari. Donc je crois qu'il y avait 41 femmes présentes ce jour-là à la réunion. Il y en a 10 qui étaient allées à l'école primaire, mais très peu qui avaient terminé. Et il y en a seulement une qui était allée à l'école secondaire. Donc on voit vraiment que, vous parliez des chiffres tout à l'heure d'alphabétisation. En zone rurale, effectivement, c'est toujours beaucoup plus difficile, et pour les femmes, encore plus. Donc, ce qui est ressorti suite à cette réunion, c'est, je l'ai déjà dit, le souhait d'être plus autonome et d'apprendre à lire, à écrire, etc. Donc, les principaux objectifs de notre projet, c'était donc de mettre en place alors, éducation de qualité, c'est le nom de l'ODD, hein, de mettre en place une première éducation, de permettre ainsi d'accéder à de meilleures opportunités économiques, d'améliorer l'égalité femmes-hommes. J'avais mis homme-femme, mais... Et enfin, de travailler sur le bien-être et la santé, parce que nous, donc, dans le projet, dans les activités qu'on met en place, il y a des cours de swahili et d'alphabétisation, des cours d'anglais pour celles qui le souhaitent, parce que justement, comme il y en a quelques-unes qui sont déjà allées à l'école primaire, dans un des 3 villages où on travaille, elles nous ont demandé si elles pouvaient déjà faire des cours d'anglais pour commencer un petit peu à avoir la capacité de parler avec les touristes. On fait aussi des cours de couture qui permettent de fabriquer des protections hygiéniques. Et ça, on l'a mis en lien aussi avec l'école primaire. Du coup, les femmes fabriquent des protections hygiéniques, Terrovan leur en achète, leur achète leur production, et ensuite les donne aux jeunes filles de l'école primaire, parce que l'école primaire va de 6 à, ça dépend comment les filles réussissent leur scolarité, mais 12, 13, 14 ans. Or, l'arrivée des règles, c'est souvent un des facteurs de déscolarisation. Donc, du coup, on achète des serviettes hygiéniques qu'on donne aux jeunes filles, donc des serviettes hygiéniques lavables. Ensuite, dans le projet, on a intégré une formation à la contraception et la santé sexuelle. Et enfin, une sensibilisation aux droits des femmes. Donc, je vais détailler un peu. J'ai mis quelques photos pour que ce soit un peu plus concret. Alors ça, c'est même une vidéo. Alors, les cours d'alphabétisation, ils ont lieu le soir dans l'école maternelle. Alors, il y a une toute petite loupiote en haut. Donc, on a acheté un panneau solaire, mais installé un système d'éclairage. Mais bon, on voit que les conditions restent quand même assez rudimentaires. Voilà, donc l'enseignant qui est au tableau noir, les femmes qui sont là. Et là, au fond, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui sont arrivés. Il y avait plein d'enfants. Voilà, moi, j'étais là au fond. Et en fait, au fur et à mesure de la soirée, les femmes sont vraiment arrivées au compte-gouttes. Et au fur et à mesure de la soirée, elles couchent leur bébé là au fond, par terre sur le béton. Et elles s'installent pour faire la classe. Voilà. Je vais peut-être parler tout de suite des difficultés qu'on a rencontrées par rapport à ce travail d'alphabétisation. Et ça rejoint exactement ce que vous disiez. On a des difficultés à trouver du matériel scolaire de qualité. Mais même tout simplement les cahiers et les crayons. Les cahiers, c'est dans des papiers de brouillon hyper fins, hyper fragiles et friables. Et j'ai cherché dans plein de magasins à Arusha, je n'avais pas trouvé de matériel de bonne qualité. Du coup, même rien que pour apprendre à écrire, moi je suis aussi, à la base, mon métier c'était d'être enseignante. Les élèves, s'ils ont des bons cahiers, c'est plus facile d'écrire, le stylo glisse mieux, etc. Ça paraît bête dit comme ça, mais
quand on vient le soir après toutes les tâches de la journée pour apprendre à écrire et qu'en plus on galère avec son matériel, ça fait une petite contrainte qui est pas évidente. Ensuite, il n'y a effectivement rien en langue ma, absolument rien. Tout est fait en swahili et même ce qui est en swahili, c'est pas d'une qualité extraordinaire. Le mieux, c'est en anglais. En anglais, j'ai trouvé des albums pour enfants qui étaient sympas, des livres pour adultes qui étaient sympas, bien imagés, qui étaient agréables à feuilleter, etc. Même dans les affiches qu'on peut mettre dans les classes, il y a des choses vraiment sympas en anglais. En swahili, il y a un petit peu, mais déjà moins. Et alors en ma, il n'y a strictement rien. Du coup, un des projets qu'on aurait, c'est petit à petit d'essayer de mettre par écrit des contes Maasai, donc en langue ma, et d'en faire des petites brochures, enfin des livrets qui ne seraient pas trop chers à la fabrication. Mais bon, ça c'est un projet pour plus tard. Ensuite, les enseignants sont mal formés. Tout à l'heure, à la photo précédente, là, la jeune femme là, qui avait les cheveux un petit peu plus longs à ma gauche, elle a suivi une formation d'enseignante et ça devait être elle, la prof d'alphabétisation donc pour les femmes. Et en fait, quand je suis retournée pour faire une des premières réunions d'évaluation en cours de projet, elles m'ont dit qu'elle ne l'aimait pas trop comme enseignante parce qu'elle est assez violente, elle les infantilise complètement, elle est violente. Alors, elle leur tape pas dessus, mais elle est hyper violente dans sa façon de faire. Elle les met dehors de la classe si elles n'ont pas bien travaillé, etc. Du coup, ça ne se passe pas bien pour elle. Et moi, je fais de l'accompagnement des formateurs et en fait, elle avait du mal à entendre ce que j'essayais de lui expliquer sur la pédagogie, etc. Et du coup, finalement, il s'est trouvé qu'elle a eu un poste en école primaire, donc elle est partie. Et donc, c'est ce jeune homme-là qu'on voit à droite de l'image qui a repris les cours et ça se passe beaucoup mieux. Parce que n'ayant pas de formation d'enseignant, bizarrement, il est plus à l'écoute de ce que moi, je peux lui donner comme idée et comme façon de travailler. Et du coup, voilà, il y a une relation avec les élèves qui est beaucoup moins surplombante, beaucoup moins dans le supérieur, et donc ça se passe vraiment très bien. En tout cas, beaucoup mieux. Donc la deuxième activité qu'on a faite, c'est les cours de couture. Alors ça se passe hyper bien, c'est vraiment super positif. Ça leur permet en plus d'avoir accès à une activité génératrice de revenus. Il y a même des femmes qui se sont achetées elles-mêmes une machine à coudre, tellement ça leur plaît de faire ça. Donc, c'est très, très positif. Voilà, là, on voit, avant de commencer à coudre, au début, elles mettent juste l'aiguille sans fil et puis elles font des lignes, comme ça, sur des feuilles de papier pour s'entraîner, parce que le tissu est très cher, donc elles préfèrent s'entraîner de façon plus économique. Ensuite, donc, il y a tout un travail sur la sensibilisation aux droits des femmes. Donc, on a fait un travail, on a fait des ateliers de photos participatifs avec les femmes, on a réfléchi ensemble à quels étaient les droits des femmes, comment on pouvait les mettre en scène, etc. Et du coup, on a fait des photos et on en a choisi 6 pour faire une affiche. Donc, en haut à gauche, c'est les femmes ont le droit de faire le birth control, donc le contrôle des naissances, le droit à la contraception. Au milieu, c'est elles peuvent avoir un business. À droite, c'est qu'elles peuvent prendre leurs propres décisions. Ensuite, en bas à gauche, c'est qu'elles peuvent avoir leur propre land, être propriétaire d'un territoire. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Au milieu, c'est qu'elles peuvent contrôler leur propre monnaie. Et en bas à droite, c'est qu'elles peuvent étudier. Et du coup, ça peut m'amener à une autre des difficultés du projet. Donc, dans le projet, il y a une partie de formation à la contraception. Et donc, ce n'est pas du tout nous qui l'assurons, hein, Terrovan. On a des prestataires en Tanzanie dont c'est le métier, qui sont formés, qui font ça sur la Tanzanie, mais aussi au Kenya. Voilà, donc qui sont vraiment spécialistes. Sauf que le jour où moi j'ai amené cette affiche que j'ai fait imprimer en France, hein, comme ça c'est de la bâche épaisse, vraiment de bonne qualité. Quand je l'ai amenée, du coup, les femmes, elles étaient super intéressées. Quand on a parlé du birth control, du contrôle des naissances, elles m'ont posé plein de questions. Et là, je me suis retrouvée avec ma propre limite. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas formée spécifiquement à transmettre des connaissances autour de la contraception. Donc, je me suis laissée entraîner dans la discussion à présenter ce que je connaissais. Et je me suis, là, j'ai été confrontée à mes propres limites parce que, notamment, je n'ai pas pensé à présenter la contraception dite c'est quoi le mot ? En suivant son rythme naturel, parce qu'en France, on dit toujours que quand on ne veut pas avoir de bébé, il faut éviter de juste faire la contraception en suivant son cycle. Voilà. Mais effectivement, quand on est une femme Maasai au fin fond de la Tanzanie,
qu'on a le choix entre avoir 12 enfants en faisant rien ou peut-être en avoir seulement 6 en suivant une contraception naturelle, bah, c'est quand même un bon mode de contraception. Et donc ça, j'ai pas pensé à le présenter. Et heureusement, dans l'Assemblée, il y en avait une qui connaissait cette technique et du coup, qui l'a présentée elle-même aux autres. Voilà. Mais bon, c'est pas un très gros problème puisqu'on va mettre en place les formations, mais ça a montré que bah, moi aussi, il faut que je me forme à plein de choses encore pour avoir moins de difficultés ensuite sur le terrain. Une des autres problématiques, c'est qu'il y a certains maris qui refusent que leurs femmes viennent assister aux leçons. Alors, c'est relativement rare. Quand je fais les réunions d'évaluation, je demande à toutes les femmes, est-ce que tu connais une femme qui voudrait venir et qui ne peut pas? Et en général, sur chaque école, on me dit qu'il y en a 2, 3, 4 maximum qui auraient voulu venir et dont les maris ne veulent pas. Alors, on a essayé d'inclure dans le projet les autorités locales, le chef du village, etc., qui passe dans les BOMA pour parler du projet, pour essayer de convaincre les hommes. Bon, des fois, ça fonctionne, des fois, non. Et ensuite, sur la question du droit des femmes, les femmes, parfois, elles nous disent « c'est super ce que vous nous dites là, bref, au sujet de plein de choses, mais moi, je ne peux pas l'avoir, moi, je ne peux pas demander ça à mon mari. » Et ce qu'elle dit, c'est que par contre, je peux dire ça à mes enfants et je pense que du coup, pour mes filles, ça pourrait fonctionner. Par exemple, quand le fait de ne pas avoir de mariage précoce, de mariage forcé, de pouvoir dire non, parce que quand on parlait du contrôle des naissances avec la courbe de température, etc., on disait, du coup, il ne faut pas avoir de relations sexuelles pendant la période où on est fertile. Elle dit, oui, mais si mon mari, il veut, lui, avoir une relation sexuelle, on dit, il faut essayer de lui dire que non, ce soir, on ne veut pas. Et elle disait, mais moi, je ne peux pas. Si mon mari, il veut, je n'ai pas le choix, en fait, je suis obligée de le faire. Par contre, effectivement, je peux apprendre ça à mes enfants et du coup, on espère que ça pourra avoir de l'impact sur les générations suivantes. Donc, l'impact global du projet, c'est une amélioration très forte du sentiment de confiance des femmes. Dans les entretiens que j'ai menés avec les femmes pour voir un peu comment ça se passait, qu'est-ce que ça leur apportait, etc. Il y en a une qui m'a dit un truc, j'ai trouvé ça tellement touchant. Elle m'a dit « Maintenant, mon mari ne peut plus me dire que je suis stupide ». Et j'ai trouvé ça fort comme phrase. Elle-même, elle se positionnait différemment. Et puis face à son mari, voilà, il peut plus lui dire ça. Des compétences diverses, savoir lire, savoir écrire. Il y en a une qui me racontait, maintenant, quand mon mari reçoit un texto, il me demande de lui lire parce que lui, il ne sait pas bien lire. Et donc, c'est elle qui lui lit sur le téléphone le texto. Ça leur permet d'avoir des nouvelles activités génératrices de revenus, donc déjà par la couture, de pouvoir vendre leur production, mais aussi de pouvoir plus facilement communiquer pour vendre leurs bijoux, etc. Il y en a plusieurs qui ont souligné le fait que ça les aidait dans l'accompagnement de leurs propres enfants qui vont à l'école. Et donc maintenant, elles peuvent plus facilement lui demander « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Montre-moi, on lit ensemble le livre, etc. » Voilà. Par contre, sur les formations à la contraception, là, on n'a pas encore suffisamment de recul. Elles ont été organisées que cette année. Donc, quand j'y étais en février dernier, il n'y avait pas encore... elles n'étaient pas encore terminées. Enfin, il y avait même 2 villages où elles n'étaient pas faites. Il y a un village où elles avaient commencé. Du coup, je n'ai pas eu de recul suffisamment pour pouvoir évaluer l'impact que ça pouvait avoir. Donc voilà, c'était une présentation relativement rapide, vraiment basée sur le concret. Alors, attendez, je vais peut-être remettre comme ça. Je vais essayer de revenir... voilà. Et arrêter le partage. C'est bon? Vous me voyez de nouveau? Voilà, c'était vraiment basé sur le concret de ce qu'on met en place sur le terrain. Voilà, je suis désolée, je ne suis pas hyper efficace dans mon discours. J'étais vraiment fatiguée ces derniers temps, donc je rame un peu. Mais j'espère que ça vous a intéressé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ne vous inquiétez pas, c'était très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement pour Aline sur ce qui a été présenté? Alors, vous pouvez soit lever la main, oui, Graine de partage. Oui, merci, c'était très, très intéressant. Et je voudrais en savoir un petit peu plus sur la couture des protections menstruelles. Quel tissu vous utilisez? Est-ce que vous mettez une couche intermédiaire? Parce que on avait imaginé ça et franchement, au niveau tissu, je suis un peu dans la panade. Oui. Alors, répondre juste rapidement à cette question parce que le thème aujourd'hui, c'est l'alphabétisation. Et ce qui fait que si vous voulez vraiment échanger plus en détail, on peut faire la mise en lien. Oui, donc, répondez rapidement, mais pas trop détaillé là-dessus puisque ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Okay. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du benchmarking. Donc, on est allé voir d'autres associations locales qui faisaient déjà des serviettes hygiéniques.
Oui. Et on leur a demandé de nous conseiller. Et sinon, moi, j'en ai emmené plusieurs que j'avais achetés en France. On les a découpés avec les femmes. On a regardé et après, on allait voir au marché ce qu'on trouvait comme tissu qui pouvait se rapprocher. D'accord. Voilà, c'est très rapide. Sinon, vous m'écrivez et puis on pourra en reparler. Je ferai ça, merci. Il y a Claudine, je crois, qui lève la main. Mais il n'y a pas de micro, Claudine. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est beaucoup les problèmes des langues, hein, toujours, parce que c'est ce qui est quand même le plus complexe. Donc là, on a des personnes qui parlent la langue Ma. Voilà. Et l'alphabétisation se fait en swahili. En swahili, oui. Donc ça veut dire que cette langue, si elles ne la comprennent pas, elles apprennent une langue étrangère plus à l'écrire. Voilà. Donc c'est comme apprendre quand à l'école, ça revient à la même chose. Parce que, donc là, est-ce qu'il y a des outils qui existent? Est-ce qu'il y a effectivement la langue Ma a été formalisée avec un alphabet latin, par exemple? Moi, j'ai rien trouvé. En tout cas, sur place, dans toutes les librairies que j'ai visitées, etc., j'ai rien trouvé. J'ai commencé à faire des recherches, je trouve pas grand-chose. Alors, très récemment, j'ai découvert que ChatGPT connaît quelques mots en langue Ma. Alors là, j'étais bluffée. Ouais. Donc, et moi, pour moi-même, j'ai trouvé une méthode d'enseignement pour moi pour apprendre le Ma. Donc, il y a quand même des choses qui ont été faites. Mais en fait, la demande initiale des femmes avant l'alphabétisation, c'était d'apprendre le swahili. Oui. En fait, dans l'ordre des choses qu'elles voulaient, c'était d'abord apprendre le swahili, puis apprendre à lire et à écrire. Parce que le swahili, c'est la langue des médecins, c'est la langue du marché, c'est vraiment la langue vernaculaire. Est-ce que vous avez, parce qu'au niveau il y a beaucoup de langues qui ont été formalisées et en général, on peut trouver des langues sur le site de l'université d'INALCO ou au CNRS. Donc, parce qu'il y a vraiment beaucoup de langues qui ont été mises en forme latine, ce qui permet après aussi de travailler, parce que c'est ça la complexité de comment on passe d'une langue à l'autre. Des sons qui existent en Ma et qui n'existent pas en swahili. Et après, c'est le même problème quand on passe encore à l'anglais, donc on a des problèmes de transfert qui sont quand même complexes, hein, à mon avis. Ah, mais certainement. Et après, c'est vrai que l'intérêt d'apprendre le swahili, c'était aussi que comme elles veulent travailler avec leurs enfants, de toute façon, l'éducation se fait en swahili, vraiment à tous les niveaux. C'est une langue étrangère pour eux. Voilà, tout à fait. Et donc, c'était leur demande vraiment d'apprendre d'abord le swahili, en fait, avant d'apprendre à lire et écrire. Et du coup, comme les outils, pour l'instant, sont seulement en swahili sur place, voilà. Après, moi, c'est vraiment un de mes rêves. En plus, on est en ce moment dans la décennie des langues autochtones au niveau de l'UNESCO. Donc, j'ai beaucoup parlé avec notamment les anciens du peuple Maasai sur le fait que, avec la scolarisation, il y a quand même une perte des savoirs oraux. Donc, essayer de les formaliser, de les mettre d'en garder trace. Donc, c'est quelque chose que je cherche à développer, mais c'est compliqué, c'est long et puis c'est difficilement finançable aussi. Il y a Monsieur Daval, je crois, qui a levé la main. Je mets mon micro, oui. Je voulais revenir sur ce problème des langues maternelles et des apprentissages de base, parce que c'est un enjeu très, très, très important. Il faut quand même dire que c'est depuis les années 50 que l'UNESCO défend cette idée. J'ai encore un texte sous les yeux qui dit l'UNESCO, on disait en 1950 que le meilleur véhicule de l'enseignement, c'est la langue maternelle de l'élève. Et il y a eu, alors je ne sais pas dans la langue massive, tout ça, mais il y a un gros travail. Alors au passage, avec le greffe, et j'ai vu Daniel tout à l'heure qui était là, on est en train de travailler sur une publication pour faire un état des lieux sur effectivement les pratiques de l'enseignement bilingue dans les apprentissages de base. C'est un numéro qu'on fait avec la revue Approche coopérative qui devrait sortir sans doute dans le courant du mois de juin ou plus tard en septembre. On refait un état des lieux sur pas mal de pays avec beaucoup d'expériences, avec des chercheurs. On aura aussi des témoignages de ministères, etc. Parce que c'est un enjeu, c'est un énorme enjeu aussi pour les apprentissages de base que d'apprendre dans sa langue. Et après, quand on a là-dessus, on introduit l'anglais, on introduit la langue officielle, etc. Mais on apprend avec ce qu'on... On commence d'abord à parler avant de commencer à écrire. Tout à fait.
Tout à fait. Je Et voulais c'est dire. quelque chose qui, même nous, dans nos pratiques, enfin moi, quand j'ai des parents qui viennent me voir à l'école et qui me demandent, j'insiste toujours pour qu'ils... Parce que j'ai des parents qui me... Donc, je disais, dans ma vie personnelle, je suis aussi enseignante. Et j'ai des parents qui pensent qu'il faudrait qu'ils parlent à leurs enfants en anglais, parce que dans le monde moderne, il faut savoir l'anglais, etc. Je leur dis non, il vaut mieux d'abord maîtriser parfaitement sa langue maternelle, et ensuite, on va vers les autres langues. Voilà. Après, nous, dans notre façon de travailler avec Terrovent, on essaye toujours de partir de ce que les bénéficiaires souhaitent. Et seulement ensuite, dans un deuxième temps, éventuellement, on essaye de proposer des choses, d'amender, etc. Mais on part vraiment de ce qui nous est demandé par les bénéficiaires, parce qu'on ne veut pas arriver avec nos grandes théories, etc. Donc, voilà. Là, c'est les femmes elles-mêmes qui se sont exprimées, qui ont demandé à parler le Swahili. Donc, on est allé vers ça. Et pour des raisons très pragmatiques, quand on a parlé d'alphabétisation, on a continué aussi sur la langue swahili. Mais c'est un chantier qui nous intéresse, mais même en tant que préservation de la culture, au-delà de l'intérêt didactique de passer par la langue maternelle, vraiment en termes de préservation de la culture. Voilà, on le sait, nous, on le voit dans les pays du Nord, comme on dit, les cultures autochtones, etc., elles ont disparu quasiment. Il y a un énorme travail qui est fait, je crois, au Canada sur redonner de la place, redonner enfin, réapprendre quelque part les savoirs autochtones, mais c'est difficile une fois qu'ils ont quasiment disparu. Donc là, ils sont encore là, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est encore plus fort avec le peuple Hadzabe, puisque le peuple Hadzabe, ils sont seulement 1000. Donc là, on est vraiment au bord de l'extinction de la culture, donc il y a une forme d'urgence, mais qui n'est pas forcément facile à transmettre, parce que j'ai un peu l'impression d'arriver, moi, je sais, j'ai vu qu'il y a des endroits où la culture traditionnelle disparaît, donc faites attention. Voilà, c'est un positionnement pour lequel, pour le moment, j'attends vraiment que les choses viennent aussi des bénéficiaires, parce que notre travail, c'est vraiment de travailler pour les bénéficiaires. Et on va prendre la dernière question de Madame Ménétry avant de vous laisser, comme vous devez arrêter dans 5 minutes. Donc, dernière question, Madame Ménétry. Il faut que vous mettiez votre micro, par contre, pour qu'on vous entende. Non. On n'entend pas, c'est tout haché comme un robot, avec un fort bruit de fond. Je suis désolée, on ne vous entend pas. On a le même problème que tout à l'heure lors du tour d'écran des présentations. Votre micro ne doit pas fonctionner, je ne sais pas, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Désolée. Est-ce que du coup, Adeline, comme vous devez partir dans 5 minutes, on vous laisse un petit mot de conclusion enfin, voilà, je vous laisse le dernier mot. Alors, ce qui est intéressant dans un projet tel que celui-ci, en fait, on essaye de le mener dans des endroits où on travaille où on mène plusieurs projets en parallèle. C'est-à-dire que ce projet, on le met aussi dans des endroits où on travaille sur l'école maternelle. Et souvent, on essaye de coupler la mise en place de l'école maternelle pour les plus jeunes enfants avec la mise en place des cours d'alphabétisation pour les femmes qui, là-bas, en fait, sont toutes les mamans. Et la mise en place de l'eau, donc de l'accès à l'eau, ce qui fait qu'en réduisant le travail, enfin la charge qui pèse sur les femmes pour aller chercher de l'eau, donc par exemple on met des récupérateurs d'eau à côté de l'école maternelle, c'est quand même le truc idéal, on profite de la toiture, on met le récupérateur d'eau, ce qui fait que ça diminue la charge de travail domestique des femmes qui ont moins besoin d'aller loin pour chercher l'eau, donc elles se dégagent du temps, ce qui leur permet de venir assister aux cours, ce qui leur permet aussi ensuite de plus accompagner leurs enfants qui vont à l'école, voilà. Et donc on essaye en fait de mettre en lien plusieurs projets sur plusieurs thématiques et les projets se nourrissent entre eux. Et voilà, donc je trouve que c'est un mécanisme d'agir sur différents secteurs qui permet d'augmenter l'impact du projet. Ah, bah voilà, je vous disais que la garderie est bientôt terminée. Mon fils est là. Coucou. Très bien. Voilà, j'ai un petit avec moi maintenant.
Merci beaucoup pour votre témoignage. On va vous laisser vous occuper de lui. Merci. Oui. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Et n'hésitez pas donc par mail s'il y a des choses. Je vous laisse, Leïla, peut-être transmettre mon mail. Oui, je ferai la mise en lien avec. Voilà. Je me suis notée pour. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va enchaîner sur la présentation de Eric. Eric, est-ce que vous voulez que je fasse défiler les slides pour vous ou est-ce que vous avez la possibilité de le défiler? Ce serait bien, oui. Oui, eh bien, ça marche. Je vais chercher ça. Hop, et je vous laisse commencer à parler pendant que je partage. Dès que je vois la première image, je commence. Hop. Donc, alors, pourquoi ça ne partage pas? Ah ben si, il est là. N'est-ce pas? C'est ça. Oui, voilà. Donc j'ai essayé de relater une expérience qui dure depuis quelques années maintenant, dans un village de Brousse du Burkina Faso, dans la province du Bukende, c'est sur le plateau central. Et on mène des actions d'alphabétisation depuis 2017, donc jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs ça continue, là, dans ce village. Donc, pour expliquer le contexte, c'est la deuxième slide, si tu peux la changer. Voilà, la genèse du projet, c'est un besoin qui a émergé en fait au fil des 2 premières années de travail avec les groupements féminins. On travaillait dans le village sur diverses actions d'amélioration, d'agriculture, d'AGR, d'épargne solidaire, etc. Et on s'est vite aperçu qu'il y avait un blocage sur la difficulté pour ces femmes de lire et d'écrire. En fait, elles étaient très peu nombreuses à être alphabétisées. Elles se faisaient parfois aidées par des enfants qui avaient au moins été jusqu'au collège. Et les enfants qui vont jusqu'au collège au Burkina, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'était un petit peu compliqué pour elles de passer à l'écrit sur leurs activités. Ça bloquait un peu l'efficacité du travail. Donc, on a beaucoup discuté. Elles ont été très demandeurs d'un centre d'alphabétisation. Pourtant, au Burkina, il y a un maillage organisé par le gouvernement, mais souvent, c'est très éloigné de certains villages. Et donc, ça rend très difficile la fréquentation des centres. Donc, on a peu à peu décidé de créer un centre au village même, voilà, pour faciliter l'accès à l'alphabétisation. Après, c'est posé la question de la langue, parce que c'est un village où coexistent 2 ethnies différentes, des Gurunsi et des Mossi, mais le consensus s'est fait assez vite sur le fait que l'alphabétisation devrait avoir lieu en moré, c'est-à-dire dans la langue mossi, qui est aussi la langue dominante du plateau central burkinabé, quoi. Donc, d'autant plus qu'en général, les Gurunsi parlent le moré. D'ailleurs, si on faisait un classement des pays africains, non pas par leur niveau de richesse, mais par leur capacité à parler plusieurs langues, je crois que tous les pays africains nous doubleraient très largement en tant qu'Européens. Voilà. Donc, le choix a été vite fait de faire cette alphabétisation en moré. Il s'agissait vraiment pour nous de faire acquérir à ces femmes des notions de base du lire, écrire, compter, quoi. Voilà. Alors, deuxième slide. Dans un premier temps, de 2018 à 2021, on a appliqué le premier protocole, qui était le protocole officiel. On n'a rien inventé, on s'est coulé dans le protocole officiel du ministère de l'Éducation, qui était un certificat obtenu après 2 années de formation, 2 fois 45 jours. Elles passaient un examen et elles avaient un certificat d'alphabétisation qui, en général, a donné d'assez bons résultats. 28 femmes certifiées sur 31 sur la première cohorte de 2 ans de 18-20 à 20, puisque c'était sur 2 fois 45 jours. Et puis, 20 sur 25. À chaque fois, les groupes étaient de 30 ou 31 personnes. Mais on s'aperçoit souvent que ça, c'est une première difficulté. Les femmes qui viennent, elles n'ont pas toujours les papiers nécessaires pour s'inscrire à un examen. C'est compliqué, ça. Dans les milieux ruraux, c'est à la fois des pièces d'identité, des certificats de naissance, des choses qu'elles n'ont pas forcément et qui les empêchent d'aller à l'examen. Et puis, il y en a certaines aussi qui ne sont pas à l'examen parce que des fois, c'est leur mari qui ne voulait pas qu'elles aillent jusqu'à l'examen. Enfin, il y a eu des choses compliqué à gérer, mais en fait, ça ne s'est pas trop mal passé. D'emblée, on avait ajouté une 3e année fonctionnelle, j'en parlerai à la fin, où on fait des formations thématiques et de la consolidation des acquis. Et puis,
comme c'est des formations sur 45 jours quand même, c'est que pendant 45 jours, 2 fois 45 jours, ça enlève aux femmes du temps de travail domestique. On s'est posé la question en même temps de valoriser ça et de valoriser leur présence surtout pour que les résultats soient plutôt bons. Et en dialogue avec elles, avec nos correspondants, voilà, on a décidé de créer un espèce de jeton de présence de 300 francs CFA par jour et par personne. Je rappelle que 300 francs CFA, ça représente moins de 50 centimes. Et ça a été très apprécié parce que c'était à leur demande, quoi. On avait envisagé d'essayer d'organiser une cantine pour qu'elles puissent manger la journée où elles étaient en formation, mais elles ont préféré en fait de recevoir un jeton de présence et ça a généré quelque part une assiduité importante aux formations qui ont plutôt bien fonctionné là jusqu'au 2021. Bon, ensuite, slide suivante. Ensuite, à partir de 1922, il y a eu un nouveau protocole d'alphabétisation qui a été défini par le gouvernement burkinabé, qui était dite alphabétisation enchaînée, c'est-à-dire sur une seule session, une seule année, en 90 jours, qui débouche sur un examen qui délivre non plus un simple certificat, mais un diplôme. Alors, on ne sait pas très bien à quoi ce diplôme peut servir. On nous dit que ça peut générer de l'emploi dans certaines municipalités de brousse, mais je n'en suis pas tout à fait certain. En tout cas, c'était la décision. 90 jours, c'était un vrai défi. Parce que 2 fois 45 jours, ça laisse du temps aux femmes sur leurs tâches, sur des tâches ménagères pendant l'année, mais à 90 jours, c'est compliqué. Ça veut dire qu'elles sont en formation à partir de janvier jusque mai à peu près, et elles ont les examens en juin, quoi. Donc ça leur bloque une grosse partie de l'année, quoi. C'est une pression forte sur les femmes. La province où on était, elle a testé cette formule à titre expérimental, et cette formule introduisait également une épreuve de compréhension de texte. C'est pas seulement du lire, écrire, compter basique, mais de la capacité à comprendre des textes. Et la première année a franchement été difficile. On a eu 8 reçus sur 29 candidates. C'était vraiment la première année de déception. On a beaucoup essayé de réfléchir pour trouver des remédiations là-dessus. Alors, c'est la diapo suivante. Voilà, on s'est adapté. On a fait un gros effort de formation sur les formatrices et le superviseur. Il y a une formation qui est toujours en début de session organisée par les autorités éducatives du ministère. Le ministère s'appelle le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation au Burkina. Mais là, on a fait appel à une formation qui a été organisée par une association locale, qui était une grosse formation sur 14 jours. Et finalement, on a eu des résultats qui est beaucoup plus probants sur les 3 dernières années. En 2020, enfin 2 dernières années, puisque la 3e est encore en cours, on a eu 20 diplômés sur 26 présentes. C'était une erreur moi, de ma part sur 26 présentes, dont 2 hommes en 2023 et 25 diplômés sur 27 présentes en 2024. On a un 6e groupe en cours de formation. Chaque fois, les groupes sont d'une 30aine de personnes qui devraient passer son examen donc, au mois de juin, donc très prochainement. Voilà. Et c'est clair que ça donne des effets positifs sur les actions de terrain. C'est-à-dire que maintenant, au sein des groupements de femmes, il y a suffisamment de lettrés pour tenir les cahiers de réunion, pour organiser, comme on le voit sur la photo du haut, là, le secrétariat des systèmes d'épargne communautaires. Je veux dire, ça a provoqué des effets vraiment bénéfiques. Voilà. Puis j'ai fait une dernière petite slide pour parler un petit peu du programme d'alphabétisation fonctionnelle. Alors, vous voyez, par exemple, sur cette année 2025, là, ils font 5 séances sur la vie coopérative. Alors, la loi OHADA, c'est la loi sur les coopératives agricoles villageoises, sur les comptes rendus de réunion, sur les cahiers de gestion, sur le barantage, parce qu'on a un entrepôt communautaire. Sur le CK, ça, c'est le système de tontine villageoise. On a eu 6 séances sur la santé, sur les préventions des cancers féminins et des maladies sexuellement transmissibles, sur les maladies infantiles, sur la préparation de la bouillie infantile auprès des femmes, sur la prévention sur le paludisme, sur la planification familiale. 4 séances sur l'agriculture et l'élevage, tout ce qui était foyer amélioré, jardinage hors sol, élevage volaille et chèvres, parce qu'on a beaucoup développé ça dans le village. Et c'est une formation qui dure 45 jours, et avec reprise des séances thématiques par les formatrices et animation par des agents
soit les agents de santé, soit les agents agricoles, etc. Sur ces thématiques, les intervenants sont défrayés à hauteur de 25 000 CFA par intervention. Voilà. Le budget global pour ces 2 sessions comprend à la fois des indemnités, le salaire des formatrices, elles sont payées 50 000 CFA par mois, du superviseur, qui reçoit une indemnité annuelle, et le matériel pédagogique qui est acheté. Ça représente pour nous, association, un investissement d'un peu plus de 4 000 € par année. On a construit un local aussi en 2020 pour abriter 2 salles et accueillir les 2 groupes parallèles, parce qu'auparavant, il n'y avait qu'un local qui était un petit peu désuet, puis qui a été détruit par une pluie, donc il a fallu construire un 2e local. Il faut toujours penser au local, parce qu'on n'a pas toujours de local disponible. Et puis, contrairement à ce qui se passe en Tanzanie, nous, les cours ont lieu la journée, sur des séances longues, puisqu'en général, elles sont en formation de 8 h du matin à 14 h à peu près. Ça, c'est le cadre voulu, légal par le Burkina. Voilà. Et dans ces séquences thématiques aussi, on a pu récupérer des éléments pour qu'elles puissent travailler la lecture après avoir acquis les bases leur première année, avec le père Houdet. Alors, le père Houdet, c'est un père blanc qui vit à Koudougou depuis 1964, qui avait fondé une association qui s'appelait CEDELAN sur les langues nationales, et qui avait édité plein de petites brochures en langue nationale, donc plein de petites brochures pour nous intéressantes en moré, qu'on a pu récupérer, dupliquer, et plastifiées, et donc elles ont une petite armoire dans leur salle où elles peuvent accéder à la fois à des contes, à des livrets sur l'agriculture, sur l'élevage, sur des tas de choses qui ont été faites sur place par CEDELAN. Voilà. J'étais un petit peu rapide peut-être, mais bon, l'important c'est de laisser la place aux questions si vous en avez. Il n'y a pas de questions? Claudine? Je sais que, parce que j'ai préparé quand même un peu tout ce travail, donc je sais qu'à Mille-Écoles, vous avez aussi produit beaucoup de ressources pédagogiques en liaison avec des associations locales. Est-ce que tu peux nous en parler, Eric? Alors oui, outre la duplication des petits livrets en moré de CEDELAN, qui est d'ailleurs disponible sur le site de Mille-Écoles, si vous allez chercher, si ça intéresse des gens d'avoir des choses en moré, c'est tout à fait disponible. Puis on a beaucoup travaillé avec une école bilingue qui se trouve à Kéliam, enfin c'est l'école Kéliam qui se trouve à Guié, et qui dépend de l'association Terre Verte Burkina. Et avec cette école et avec leurs instituteurs, en fait, on a fabriqué le livre de lecture en moré. Et là aussi, c'est trouvable sur le site, en fait, parce que dans le système bilingue que développe Kéliam, la première année de scolarisation, le CP se fait complètement en moré, et le CE1 introduit progressivement du français. Et le français se fait en CM essentiellement. Et même en CE2, ils font encore l'explication de toutes les leçons en moré parallèlement au français, quoi, jusque dans les 2 cours élémentaires, quoi. Et donc, on a beaucoup travaillé avec les instituts sur l'impression et l'édition de livrets de lecture en moré qui n'existaient pas. Voilà. Voilà. Il y a un livret de grammaire, un livret de lecture, voilà, qui sont là aussi disponibles sur le site de Mille-Écoles. Quand vous allez sur Burkina Doc et sur Éducation, vous trouverez si vous êtes intéressé par l'apprentissage du moré, ça a été... Voilà. Alors, moi, j'aurais une question complémentaire, Eric, c'est... Comme vous travaillez là avec une école primaire, est-ce que les instituts n'ont pas proposé ils n'ont pas transféré les méthodes des enfants en fin de compte aux adultes, sachant qu'on sait bien que la pédagogie des adultes c'est quand même normalement pas tout à fait la même. Est-ce qu'ils ne sont pas repartis sur une vision très basique où on commence à prendre des sons sans lien avec du sens des mots, ce qu'on trouve beaucoup dans le primaire dans ces pays-là? Oui, c'est un petit peu ça, hein, quand même. Ouais. Après, c'est eux qui ont complètement élaboré un manuel qui n'existait pas. Ouais, c'est des praticiens de terrain qui ont fait l'élaboration de cette méthode d'apprentissage du moré, quoi. Et qui était censée être adaptée aux enfants, quoi. Et qui est plus proche, sans doute, que les manuels de français qui sont souvent un petit peu
un petit peu éloigné des capacités de compréhension des enfants. Voilà. L'avantage du bilinguisme dans l'école primaire, c'est quelque part, on crée un lien entre l'école et la famille, surtout. Et que tout d'un coup, l'école se fait en partie dans la langue maternelle et que c'est important, quelque part, que les gamins puissent échanger sur ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents. Ce qui dans l'école française, quand elle est faite en brousse, rend très difficile le dialogue et l'échange. Puisque très souvent, les parents ne parlent pas le français, ne sont jamais allés à l'école. Donc, l'échange est compliqué, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Donc, ouais. Moi, je me questionne toujours sur les méthodes d'apprentissage et sur une vision vraiment souvent vraiment qui ne porte pas sur le sens de ce qu'on apprend. Quand on apprend que des syllabes, il n'y a pas de sens. Hein. Et sur aussi quand on apprend dans une nouvelle langue, l'absence d'attention à l'oral. On passe tout de suite à l'écrit sans se dire qu'on ne peut pas faire de l'écrit sans passer à l'oral. Moi, je mets toujours ces questions comme étant un problème de méthode aussi qui viennent de transmission de leurs méthodes qui sont dans le primaire le plus souvent et qui ont montré pas forcément leur efficacité, hein, on le voit bien. Et vraiment, donc du coup, c'est des questions que je me pose toujours. Alors, il y a 2 questions. La première, Graine de partage. Oui, donc c'est difficilement comparable à ce que je vis en Côte d'Ivoire parce que l'apprentissage du français commence dès l'âge de 5 ans en CP1. Ma question va plutôt sur le démarrage de votre action d'instruction, d'alphabétisation des femmes. Quel partenaire vous avez eu sur place? Est-ce que vous avez eu un vrai soutien? Est-ce que vous avez pu fonctionner avec eux ou est-ce que vous avez eu du mal à convaincre voilà, parce que on est sur la 6e session là. On a fait, ça fait 6 fois 30 femmes du village qui ont participé ou qui participent encore et il est probable qu'on en fasse une 7e ou une 8e. Enfin, je veux dire, il y a une grosse demande, quoi. Ça, c'est une réalité. Après, dans le rapport qu'on a avec les institutions, le centre a été reconnu par l'institution. Donc, les formateurs bénéficient à chaque rentrée d'une petite formation préalable, qui n'est pas toujours super efficace, mais enfin qui existe. Pour le reste, c'est nous qui prenons en charge complètement le financement du centre, quoi. C'est clair que voilà. Après, recruter, on n'a pas eu trop de mal à recruter des animatrices. On a trouvé une très très bonne animatrice à Rogo qui faisait déjà depuis longtemps de l'alphabétisation dans des centres d'État. Et elle est venue pour une raison très simple, c'est qu'elle sait très bien que une ONG, ça paye plus vite que le gouvernement. Voilà, ne nous cachons pas. C'est une réalité de terrain. C'est aussi une réalité de terrain. J'ai constaté ça aussi. Mais au niveau du corps enseignant, conseiller pédagogique, directeur d'école, il y a eu une ouverture tout de suite ou il y a eu quelques doutes ou quelques freins? Non, il n'y a pas eu de frein parce qu'on s'adresse à des femmes en fait, qui sont hors du système scolaire, qui sont parfois allées à l'école pour quelques-unes, mais très peu. Et donc, on n'a pas une relation ni conflictuelle, ni concurrentielle avec l'école, quoi. L'école, elle s'adresse aux enfants sur le terrain, dans le village. Du reste, on peut dire qu'aujourd'hui, au Burkina, quand même, de plus en plus d'enfants vont à l'école. Même en milieu rural, il y a quand même, au niveau de l'école primaire, après, ça chute beaucoup au niveau du collège et du lycée, bien sûr, mais au niveau de l'école primaire, il y a eu un vrai effort d'incitation à la fréquentation et la plupart des enfants aujourd'hui vont à l'école primaire. Alors, ça varie selon les régions, mais on est sur des taux relativement élevés au Burkina. Oui, non, Eric, quand on travaille ensemble au Burkina, sur les régions où il y a des djihadistes, oui, sauf sur celles-ci fermées et du coup, voilà. il y a énormément de réfugiés et c'est un sacré problème. Hein. Donc, oui, ça c'est un sacré problème. Par exemple, donc c'est vrai qu'a priori,
suivant les lieux qui sont plus ou moins sûrs, mais quand il y a des problèmes de sécurité, oui, oui. Quand il y a un problème de sécurité, c'est clair que l'école ayant été une cible très vite, c'est très fragilisé. Mais là, on est dans une région où on n'a pas eu de problème d'insécurité et où donc la fréquentation scolaire est relativement importante, au moins au niveau du primaire. Voilà. Mais on n'a pas de concurrence avec le système d'alphabétisation, quoi. On s'adresse à des publics différents. Voilà. Merci Eric. Roland, vous avez une question? Simplement, si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on puisse se mettre en relation. Ça pourrait peut-être nous intéresser, votre expérience dans ce qu'on est en train de produire, qu'on veut sortir là, sur justement les questions de l'apprentissage de base et de bilinguisme. Pas de souci. Je pense que Leïla vous transmettra mon mail. On pourrait se contacter. Merci d'avance. Oui. C'est noté, je ferai toutes les mises en lien lundi matin, par contre, parce que je ne travaille pas demain. Oui. Lundi, ce sera fait. Est-ce que j'ai l'impression que l'association du Togo, le flambeau de l'alphabétisation, a pu se connecter? Est-ce qu'on peut... Yaminou? On ne vous entend pas, il faut ouvrir le micro. En haut à droite. Bon, peut-être en attendant que Yaminou trouve comment mettre son micro, on peut prendre la question d'Anne-Micheline. Oui, merci. Je voudrais juste demander s'il est possible de reparler un tout petit peu plus de la formation des formateurs. Est-ce que c'est l'État qui s'en est occupé ou c'est vous-même? Merci. Alors, oui, je vais essayer de répondre. Très souvent, les formateurs sont... Alors, l'État s'en occupait parce que l'État met quelque part en place des systèmes d'alphabétisation. Et les meilleurs candidats sont souvent sélectionnés pour suivre une formation complémentaire et devenir animatrice. Nous, ça a été le cas dans la 2e année. Il y a Hélène qui a été recrutée ensuite par le gouvernement pour suivre une formation complémentaire pour devenir animatrice, alors qu'elle avait fréquenté la session comme élève d'apprentissage du moré, quoi. Voilà. Donc, il y a un recrutement qui se fait par le fonctionnement, quelque part, de ces centres d'alphabétisation et par la localisation ou l'identification des meilleurs élèves, quoi, des plus performantes, quoi, qui sont ensuite aiguillés vers une formation possible pour intervenir dans d'autres centres d'alphabétisation. Voilà, c'est une réponse voilà, qui, je pense, correspond à peu près à votre question. Et c'est comme ça que ça se fait, quoi. C'est par reproduction, en quelque sorte, ça se fait, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, Yaminou, vous avez trouvé comment mettre votre micro pour nous apporter votre témoignage? Ou pas? On voit toujours le micro coupé pour le moment. Tu ne peux pas lui ouvrir son micro? Ah non, je peux que fermer les micros avec Teams. Je ne peux pas les ouvrir. C'est en haut à droite, il y a un petit micro dessiné en icône. Il y a marqué, il y a quitter, et puis si on va à gauche, il y a partager, et puis il y a microphone. Oui, Voilà. j'ai activé le micro. Il a trouvé. Ah oui. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, je m'excuse, j'ai eu beaucoup de problèmes ici à me connecter. Premièrement, à 10 minutes du début de ce partage, il y a eu le courant qui a été pris. Le courant est parti. Oui, on connaît ça. Donc c'est ça aussi. J'ai rejoint le groupe et après tout aussi, je suis retombé dans le même problème. Donc, disons que COPA Togo, c'est une organisation
qui a été créé par 6 ONG. Donc, les 6 ONG ont trouvé l'intérêt de se mettre ensemble pour créer Copa Togo. Et donc, c'est comme ça que Copa Togo a été créé en février 2008 et reconnu par l'État en 2010, le 25 mai 2010. Donc, comme vision, Copa Togo a pour vision l'éradication de l'analphabétisme au sein des peuples en général et le peuple thème en particulier. Donc, nos domaines d'intervention sont, entre autres, l'alphabétisation fonctionnelle des femmes et des jeunes, la traduction, la formation et sensibilisation, et la promotion des activités génératrices de revenus, et l'agroécologie. Donc, Copa Togo a ses stratégies et méthodologies d'intervention. Donc, la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation du Copa Togo se fait en 3 phases. Donc, la première phase est la phase de sensibilisation, de mobilisation communautaire et de formation des commissions d'alphabétisation qui vont aider les communautés dans le programme d'alphabétisation. Donc, la seconde phase est la phase d'alphabétisation même, où il y a des séances de cours d'alphabétisation, où on a un superviseur, un enseignant, le coordonnateur qui sont là pour encadrer la classe. Donc, en troisième phase, nous avons les activités génératrices de revenus que nous introduisons au niveau des classes. Et nous avons des sensibilisations sur les droits humains et le genre que nous passons au niveau des communautés. Et autre volet de développement. Donc, au niveau du cursus de formation en alphabétisation, nous pouvons dire que pour une durabilité de l'apprentissage, le cursus de formation en alphabétisation comprend l'alphabétisation de base et la post-alphabétisation. Donc, l'alphabétisation de base, donc elle est obligatoire. Donc, c'est la première. Et au terme de cette alphabétisation, la personne ou l'apprenant est déclaré néo-alphabète ou alphabétisé. Donc, à ce niveau, les cours peuvent s'organiser à plusieurs niveaux. S'il y a les apprenants qui sont disponibles, on peut faire des cours durant 8 mois en raison de 3h30 à 4h par séance et 3 séances par semaine. Donc, ça dépend de la disponibilité des apprenants. Donc, après cette étape, nous avons la post-alphabétisation. La post-alphabétisation, ici, c'est la consolidation des acquis préalables de l'alphabétisation. En dehors de ça, nous agitons des thèmes de développement, c'est-à-dire que ça dépend des apprenants. S'ils veulent qu'on développe un thème, par exemple, c'est la comptabilité simplifiée, c'est la planification familiale, là, on le fait. Donc, les méthodes d'enseignement au niveau de Copa. Il existe plusieurs méthodes ou approches utilisées. Mais l'approche que Copa utilise est l'approche multistratégique, où on met l'apprenant au centre de son apprentissage. Et elle prend en compte l'approche par compétence, ou l'approche par situation, ou par objectif. Donc, nous avons des heures, parlons de formation pour les alphabétiseurs, la formation pour les CA, il veut parler de commission alpha, la formation des encadreurs comme l'alphabétiseur et le superviseur plutôt. Il y a du temps qui a été imparti. Donc, pour l'alphabétiseur, pour que
quel est le contenu pour l'alphabétiseur? Pour l'alphabétiseur, nous avons l'andragogie générale et l'andragogie pratique. Donc, au niveau de l'andragogie générale, nous parlons des généralités sur l'alphabétisation, le profil d'un alphabétiseur, campagne et type d'alphabétisation, le matériel didactique d'alphabétisation, le rôle et responsabilité des différents acteurs en alphabétisation et éducation non formelle. Et en ce moment, on amène aussi les caractéristiques d'un adulte face à l'apprentissage. Mais au niveau de l'andragogie pratique, là-bas, c'est les méthodologies de l'enseignement, de la lecture, de l'écriture et du calcul. Nous parlons des 4 opérations et aussi les outils de gestion dans un centre d'alphabétisation. Donc voilà un peu le contenu de la formation des alphabétiseurs. Pour qu'un apprenant soit déclaré admis, l'apprenant doit suivre les cours durant 400 heures, au moins 400 heures. Donc, selon la politique de l'État, l'État a dit 350 à 400 heures pour qu'on puisse déclarer la personne alphabétisée. Donc, au niveau de l'apprenant, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et les domaines d'expérience de la vie sont tellement importants. Donc, c'est domaine langue et domaine calcul. Au niveau du calcul maintenant, pour l'apprenant, il y a l'apprentissage des chiffres, classification des nombres, l'apprentissage et l'addition, l'apprentissage de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et la division. Donc, nous introduisons aussi la notion sur l'unité de mesure, l'utilisation de la calculatrice et du téléphone portable. Donc ça, c'est pour l'apprenant. Donc quand l'apprenant maîtrise tout ça, donc, nous avons l'évaluation que nous faisons au bout de 9 mois et on déclare l'apprenant qui est devenu néo-alphabète. Donc par rapport à ça, il y a aussi les contenus horaires. Au niveau de la lecture, il faut nécessairement 98 heures. Au niveau de l'écriture, il faut 84 heures au moins. Au niveau du calcul, 113 heures. Au niveau des révisions, 47 heures. Au niveau des thèmes éducatifs, 58 heures. Donc voilà un peu ce qu'il faut pour qu'on puisse dire, ou bien le contenu, ce que nous faisons pour former les apprenants. Donc, si nous prenons le partenariat au niveau de Copa Togo a eu plusieurs partenariats, dont la Société internationale de la linguistique, SIL Togo-Bénin, la coopération suédoise, l'État togolais même, GESCODE, Commune de Tchaodio 1 et DVV International. Donc, au niveau de la coopération ou le partenariat entre Copa Togo et GESCODE, nous pouvons dire que ce partenariat a commencé en 2020. Et de 2020 à nos jours, nous avons eu plusieurs classes d'alphabétisation à travers 4 types de projets, ou bien 4 différents projets. Il y a le projet d'appui à la promotion de l'égalité femmes-hommes par le développement socio-économique au bénéfice des femmes de la région centrale. Le projet agriculture et alimentation, le projet insertion économique des femmes et le 4e, le projet d'appui à l'égalité, à l'autonomisation et à la protection sociale des femmes au sein des régions partenaires de la région Grand Est du Bénin, au Sénégal, au Togo et au Maroc, Action 2. Donc, avec ces différents projets, nous pouvons dire que
Au niveau de chaque projet, il y a eu des formations qui ont été faites, il y a eu des cours qui ont été faits. Sur le premier, qui concerne le projet Égalité femmes-hommes pour le développement socio-économique au bénéfice des femmes, ce programme a touché 5 communautés. Ce programme a touché 5 communautés et les 5 communautés dans les préfectures différentes. Nous pouvons dire la préfecture de Tchamba, la préfecture de Tchaoudjo et la préfecture de Plaine de Meaux. C'est là où le projet là s'est focalisé. Le second projet, accouplé du troisième projet, c'est-à-dire projet agriculture et alimentation et projet insertion économique des femmes, c'est surtout basé dans la préfecture de Tchaoudjo et a regroupé des coopératives, des communautés de Tchabadé, des communautés d'Angbadlaoudé et de Sabarnadé. Donc pour le quatrième projet, qui est le projet d'appui à l'égalité, à l'autonomisation et à la protection sociale des femmes au sein des régions partenaires de la région Grand Est, au Bénin, au Sénégal, au Togo et au Maroc, Action 2. Ce programme a touché des femmes aussi, 2 groupes de femmes, ceci dans la préfecture de la Plaine de Meaux. Un groupe à Boulot et un groupe à Tassi. Donc, disons qu'avec ces 4 projets, les projets ont permis à nos communautés, vraiment, surtout composées des femmes, à beaucoup s'organiser au niveau de la gestion, surtout qu'elles font le petit commerce. Dans la région centrale, les femmes font le petit commerce. Ça a aidé aussi à l'encadrement de leurs enfants. Surtout, les femmes ont déclaré qu'elles sont capables, que maintenant elles suivent les enfants, l'évolution des enfants à l'école. Car quand l'enfant revient de l'école, elle peut prendre les cahiers et voir l'évolution de l'enfant par rapport aux notes qu'on donne à l'enfant. D'autres femmes aussi ont dit qu'elles utilisent la calculatrice pour leurs activités, d'autres le téléphone, et elles arrivent à enregistrer leurs noms. Donc nous pouvons dire que les 4 projets réunis, nous avons organisé 10 centres d'alphabétisation. Donc, ces 10 centres d'alphabétisation ont aidé aussi à la communauté. Tous ceux qui sont formés ont aussi de la famille derrière eux, que ça aide. Ce n'est pas la personne là seule que le programme aide. Le programme aide plus de la personne, ses enfants, ses frères, ses soeurs, les amis. C'est comme ça qu'un programme d'alphabétisation aide. Donc, par les témoignages des femmes, nous pouvons dire qu'un programme d'alphabétisation est un programme qui vient en appui pour aider les femmes qui ne connaissent pas leurs droits et qui ne participent pas dans les grandes instances de prise de décision, qui ne font pas partie d'abord. Donc, les programmes d'alphabétisation ont aidé les femmes à s'intégrer dans des groupes organisés, à prendre la parole.
quand il y a une réunion, les femmes prennent les paroles pour dire ce qu'elles sentent par rapport à ce que la réunion dit. Avant, ce n'était pas ça. De plus, comme on l'a eu à souligner, les hommes ont la maîtrise sur les femmes. Donc, ce qui fait que pour enlever les équivoques de, disons, sur les heures de cours, d'autres hommes n'aiment pas que les femmes participent aux cours de nuit, les cours les nuits. Donc, nous avons cadré ces cours-là dans les journées. Nous faisons les cours dans les journées. Et une femme a eu à témoigner même qu'elle a aidé même son mari qui se disait qu'il ne voulait pas même venir au cours de l'alphabétisation. Il est allé au centre de santé, on l'a donné des produits. Donc, c'est écrit sur ça comment le prendre. Mais c'est des tirets qu'on a fait. Mais l'homme est arrivé avec les produits et il disait à sa femme que je n'ai même pas demandé au médecin comment je vais prendre les produits. Et la femme dit, bon, montre-moi ces produits. Quand la femme l'a montré, la femme dit non, c'est indiqué sur ça. C'est ça qu'on a mis les traits là. Ça voudrait dire que c'est matin, midi et soir. Et la femme a dit à son mari que tu vois ça, c'est l'importance de l'alphabétisation. Il faudrait que toi aussi, tu t'alphabétises. Donc, un peu de façon ramassée. Donc, s'il y a des questions, là, je suis à l'écoute. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Non, aucune question? Bon, il semble que Moi, je votre reviendrai présentation... toujours sur les questions. En quelle langue vous faites l'alphabétisation? Oui, nous faisons l'alphabétisation en langue thème et en français. Donc, pour les 8 centres d'alphabétisation que nous avons eus avec GESCODE, pour les 10 centres plutôt, 8 sont en langue maternelle et 2 en français. Donc, nous avons le matériel dans ce sens. Si c'est la langue, la communauté accepte, la communauté veut s'alphabétiser, ou bien le groupe organisé veut s'alphabétiser en langue maternelle, nous avons le matériel. Si c'est en français aussi, nous avons le matériel. Alors, vous pouvez préciser qu'est-ce que c'est vous avez comme ressources des livres de grammaire, des guides de formateurs, qu'est-ce qui en Oui, matériel? pour les livres, nous avons un guide pour l'alphabétiseur. Donc, c'est ce guide-là que l'alphabétiseur utilise et suit pour former les apprenants. Pour les apprenants, nous avons les syllabaires et nous avons aussi les calculaires. Au niveau de la langue maternelle, nous avons le présyllabaire, le syllabaire 1, le syllabaire 2, le syllabaire 3. Au niveau de la langue maternelle aussi, le calcul, nous avons la classification des nombres, identification et classification des nombres. Nous avons l'addition, la soustraction, la multiplication et division. Donc, addition et soustraction, un seul document. Multiplication et division, un seul document. Ça, c'est au niveau de la langue. Mais au niveau du français, on a un seul syllabaire en français et un seul calculaire aussi en français. Mais nous pouvons dire que là-bas, c'est les guides qui sont beaucoup développés. Oui.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, bah, c'est ce que on est persuadé tous que pour faire l'alphabétisation, surtout en langue maternelle, il y a besoin de nombreuses ressources pédagogiques et qu'il y a besoin, quand c'est surtout des langues maternelles un peu rares, il faut vraiment les créer. Et donc c'est un gros travail pour les centres de formation. Oui, vraiment, au niveau de COPA, nous avons cette bénédiction-là, que nous travaillons avec SIL Togo Bénin depuis de longue date. Et la SIL, Société internationale de linguistique, a développé beaucoup de matériel dans les langues. Ils ont fait la transcription des langues. Donc, les documents au niveau des langues existent au niveau des SIL internationales. Ici, c'est SIL Togo Bénin. Vous voyez. Donc, les formations même à l'utilisation de ces matériels, donc la SIL a formé d'autres personnes au niveau de COPA, par exemple à langue maternelle. Et au niveau de COPA, ce sont ces personnes-là qui forment les alphabétiseurs. Donc, nous sommes reconnus par l'État. C'est pour cela que l'État même nous donne des classes à faire l'alphabétisation. Vous voyez, donc nous utilisons aussi les documents de l'État. Par exemple, le document en français, c'est de l'État. Mais à notre niveau, si une communauté, après l'alphabétisation de base et veut s'alphabétiser en français, nous avons un document de transition. On peut le faire. Donc, transition, ça veut dire le passage d'une langue du tam au français? D'une langue maternelle à une langue étrangère. Par exemple, du thème, notre langue ici, au niveau de la région centrale, c'est le thème. Donc, du thème au français. On peut aller le thème au français. Et rapidement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une comparaison sur les différences de phonèmes, les différences de lettres? Oui, à ce moment-là, au niveau de ce document, nous allons montrer au niveau de la langue thème, les lettres qui existent, ou l'alphabet, au niveau de l'alphabet français, les lettres qui existent en thème, qui ont même prononciation, comme en français aussi, qui existent et qui ont même prononciation. On va voir ça. Maintenant, on va voir aussi les lettres qui existent en thème et qui n'existent pas en français. Ou bien les lettres qui existent dans les deux, mais les prononciations diffèrent. Donc, nous faisons de ces nuances-là. Et on continue. Donc, il y a un travail comparatif, mais je pense sur la syntaxe aussi, la grammaire. Vous dites? Est-ce qu'il y a aussi, en dehors des lettres et de la prononciation, est-ce qu'il y a aussi un travail qui se fait un peu comparatif sur comment sont construites les phrases, la syntaxe? Ok. Voilà, c'est... Oui, il y a ça. Donc, même l'alphabétisation, ça va continuer avec ça. Il y a même des phrases simples. C'est qu'il y a commencé par des choses élémentaires, ce qu'il faut savoir d'abord, avant d'y aller au niveau de la grammaire. Ou un peu au niveau du français, des choses sont un peu compliquées. Donc, il faut commencer par ça d'abord. Donc, nous avons la documentation par rapport à ça. À telle étape, il faut ça. À telle étape, il faut ça. Même au niveau des langues, nous avons aussi des documents de grammaire. Donc, c'est ça qui nous aide à mieux former nos alphabétiseurs. Vous avez dit que bon, c'était un peu compliqué avec le français. Le français est souvent classé et dit comme une langue opaque. Et oui. Une langue très compliquée à apprendre par rapport à d'autres langues où on prononce toutes les lettres. Tandis que chez nous, l'apprentissage du français, c'est une langue compliquée. Et difficile. Vraiment. Vraiment. C'est vraiment ça. Au niveau du thème, par exemple, quand on va apprendre le thème, et nous avons vu le son que, par exemple, en thème, la représentation est unique avec que. Mais en français, il y a plusieurs représentations de ça. Oui. donc, c'est des choses comme ça. Mais quand on veut, on s'y met. Donc, tout est facile.
Tout ce qui est facile et difficile est intéressant. Donc, l'apprenant qui veut savoir va s'y mettre. Oui. Bon, ben, vous avez un beau programme, hein. Mais je suis contente que vous ayez pu vous connecter et participer comme c'était prévu. Bon, parce que là, intervention directe du Togo avec une association togolaise. Super. Merci beaucoup. Sinon, je m'inquiétais, j'avais envoyé un message mail pour vous dire que c'est comme ça que je suis dans cette situation, mais après, si la connexion arrivait, je vais rejoindre le groupe. Ouais. Bon, j'ai eu votre message, donc j'ai même lu l'introduction, l'introduction du message, je l'ai lu comme introduction au travail du groupe d'échange. Voilà. Et vous pourrez le regarder en replay si vous voulez, hein, puisque du coup c'est enregistré. Donc s'il y a des moments que vous avez loupés à cause de la coupure de courant, dans le mail que je vais envoyer à tout le monde, il y aura la rediffusion de cette vidéo. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que dans les autres participants, il y a des choses que vous souhaitez soit réagir, soit apporter comme contribution complémentaire à cette thématique alphabétisation? Non? Au niveau de vos associations, ou partage d'expériences complémentaires? Ok, très bien. Du coup, Claudine, peut-être que je te redonne la main pour les perspectives de suite. Donc, du coup, si vous avez des envies de thèmes pour les prochaines fois, j'aimerais beaucoup être mis en contact avec les deux autres personnes qui ont pris la parole, si cela leur convient. Oui, alors je ferai les mails de mise en lien, c'est noté. Du coup, je vous propose, si vous avez des envies pour les prochains thèmes, donc vous vous souvenez, comme disait Claudine tout à l'heure, on a fait, c'est le troisième rendez-vous qu'on vous propose. On a fait un premier thème sur l'éducation de base et les conditions d'accès à l'apprentissage pour les enfants notamment. On a fait un deuxième thème, on était parti un peu plus sur les ados, les adultes avec l'enseignement professionnel. Là, on a souhaité faire un focus sur l'alphabétisation et notamment auprès d'un public adulte. Est-ce que vous avez des envies de thèmes pour le prochain groupe thématique éducation? Sinon, on a des idées, mais on veut d'abord partir de ce que vous voudriez. Oui, graine de partage. Le micro, Oui, je vais m'inscrire dans un sujet assez récurrent en ce moment, c'est la protection des femmes et des petites filles dans les villages, dans la zone rurale où Graines de Partage intervient. Il y a un taux exponentiel de petites filles enceintes en CM2 en école primaire. Et j'en parle même pas au collège. Donc, on est en train de réfléchir à une action à mener, ou en tout cas à les soutenir, les enseignants qui veulent faire quelque chose, à les soutenir dans cette démarche. Mais ça serait peut-être bien de savoir s'il y a déjà eu des actions ou des sensibilisations sur ces thématiques-là. Oui, le greffe en l'a fait par exemple au Bénin, dans les collèges. Oui, et alors donc la méthode, l'initiation, les réussites, donc les prudences qu'il faut avoir, peut-être on pourrait partager ceux qui ont... C'est des thèmes complexes, mais c'est bon, c'est la thématique effectivement de sensibilisation au niveau scolaire, hein, parce que nous on parle d'éducation, donc là ça peut être... Là on l'a vu qu'il y avait déjà cette sensibilisation pour les femmes adultes, hein, parce que ça fait partie de l'alphabétisation, mais c'est vrai que les problèmes, surtout chez les Maasai, se posent souvent bien au niveau du primaire, et c'est là qu'il faut commencer la sensibilisation
aux droits des femmes, à la protection. Au Bénin, par exemple, c'était même les enseignants hein, qui étaient source et qui mettaient enceinte des jeunes filles. Donc, du coup, la sensibilisation s'est faite avec tout le monde, avec les enseignants, avec les élèves. Donc ça, c'est un thème possible, effectivement. Moi, j'avais pensé... Eric, attends, Eric lève la main. Eric, oui, et puis... Non, juste pour dire que nous, on le fait depuis 6 ans, mais on a mis en place une sensibilisation sur les questions de population qui se passe à 2 étages, à la fois dans les établissements scolaires, mais ça, c'est fait par des agents de santé, par des associations burkinabées et tout. Nous, on essaye de ne pas du tout apparaître dans ce discours-là, puis de ne rien imposer, surtout. Je sais que, grosso modo, je veux dire, le discours, il porte sur l'abstinence, hein, sur d'essayer de retarder au maximum les relations sexuelles, mais c'est pas. Après, je pense qu'il faut les laisser gérer ça eux-mêmes, quoi. Par rapport, c'est compliqué ça. Après, on a eu des retours. On fait aussi du théâtre forum dans des villages. On va peut-être pas dévoiler tout ce que vous faites. Après, c'est difficile d'aborder le sujet parce qu'on va déborder, mais c'est des trucs qui peuvent se faire, quoi. Voilà. Oui. Ça peut être une bonne thématique. Parce qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui gèrent et qui travaillent. J'avais pensé aussi le thème de mise en place de bibliothèques ou de médiathèques, que ce soit scolaire ou dans les villages communautaires. Donc, je ne sais pas si ça intéresse aussi. Oui, tout à fait. Des bibliothèques roulantes, ils appellent ça. Oui, il y a toutes les formules. Hein. Voilà. Un triporteur qui va de village en village, d'école en école. Mais il y en a aussi qui montent des centres présentiels. Je pense que c'est aussi une thématique qui est fatalement qui adhère à l'éducation, hein, qui renforce l'éducation. Oui, et puis il y a la lecture, ressources. Quelles sont les ressources de lecture dans des pays où il y a effectivement où tout est souvent oral, quoi. Hein, Donc, je ne sais pas si. Donc, vous avez d'autres idées de thèmes qui vous intéresseraient? Non, j'aimerais, ici à Minou, dire que par rapport à la sensibilisation au niveau de ce thème, et si ça concerne aussi les communautés un peu reculées, je vais parler des villages, il faut qu'au niveau de chaque communauté, qu'on puisse regrouper les leaders du village, donc, et les faire, les amener devant ce fait et voir et leur dire, bon, comment on peut résoudre ce problème dans votre communauté. C'est un problème sérieux. Donc, inclure les leaders du milieu, les leaders religieux qui sont dans les milieux. Et il y a des organisations au niveau des communautés. Donc, inclure ces organisations-là. Donc, on ne va pas développer le thème, hein, parce que on devait déjà arrêter il y a quasiment une demi-heure. Donc, d'après les horaires qu'on avait donnés, donc c'est juste trouver le thème pour voir si effectivement il y a moyen, si ça intéresse plus. Et je pense que c'est un thème effectivement qui a du sens pour tout le monde. Leïla, peut-être tu peux clore. Oui, du coup, moi j'ai bien noté les 3 propositions de thèmes, donc on va affiner ça, voir qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer comme intervenant, tout ça, et revenir vers vous donc sur peut-être les 3 prochains groupes thématiques, ou au moins en tout cas le prochain, on va essayer d'intégrer ces différentes demandes. Du coup, peut-être juste vous remercier de votre participation, hein, donc au nom de GESCOD et au nom du GREF, puisque ce groupe est co-animé. Ne pas hésiter aussi à faire des messages. Après, vous avez tous mon mail, donc j'ai noté certaines demandes de mise en lien, et ce groupe est vraiment fait pour ça. Donc n'hésitez pas, si après coup vous dites ah bah tiens, finalement il y a telle personne qui avait dit tel truc, j'aimerais bien en savoir plus, ou autre. Je ferai la mise en lien et j'essaierai de vous apporter des éléments complémentaires par rapport à vos différentes demandes. Donc, on est vraiment là pour ça, GESCOD et ce groupe thématique, en particulier sur le thème de l'éducation. Donc, ne pas hésiter à nous solliciter par rapport à tout ça.
Avant de nous quitter, je voulais remercier Léla pour le travail partenarial qu'on a fait ensemble, qui était vraiment très fluide et très facile. Bon, apporter des idées et d'avoir quelqu'un qui est derrière pour toute l'organisation, c'est pas ce qu'on a des fois l'habitude en tant qu'association. Donc, ça a été vraiment un plaisir de faire le travail sur ce groupe. Donc, je vous dis ça parce que normalement, Léla ne va pas poursuivre dans ses activités à GISCOD. Donc, du coup, elle va passer vers d'autres thématiques dans sa vie. Voilà. Donc, merci Léla. Merci Leïla. Merci de me dire merci. Merci. Merci à tout le monde. Écoutez, je vais arrêter l'enregistrement et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ok, merci. Au revoir. Merci.